Retour sur le plateau des cafés stratégiques pour une séquence consacrée à la mer, un espace de conflictualité et de nouvelles criminalités avec deux invités. Un sénateur, le sénateur Étienne Blanc. Bonjour sénateur. Bonjour. Vous êtes, alors on va y venir, l'auteur d'une proposition de loi pour lutter contre le narcotrafic. On va y venir évidemment dans un deuxième temps. Et puis un acteur de la lutte contre le narcotrafic, le colonel Florian Manet. Vous êtes officier de gendarmerie au commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace. Alors, je vous dis tout de suite, vous êtes l'auteur d'un livre avec un titre d'une poésie relativement surprenante pour le sujet. Je vous laisse donner le titre de votre livre. Oui, bonjour monsieur. J'ai effectivement publié un ouvrage en septembre 2024 dédié au narcotrafic maritime et le titre est le suivant: Thalassopolitique du narcotrafic international, la face cachée de la mondialisation, où j'ai essayé justement d'avoir une approche basée sur mon expérience professionnelle d'enquêteur, en y mêlant des connaissances de géopolitique et surtout aussi une compréhension des mécanismes logistiques de la globalisation qui sont fondés sur le monde maritime. Alors c'est un ouvrage que l'on peut trouver où? Quel éditeur? Alors cet ouvrage est accessible uniquement en ligne sur le site de la fondation C'est Facile, SEFACIL, ou sur les éditions EMS. Alors dans le titre de votre livre, il y a évidemment un mot-clé, c'est le mot-clé mondialisation. Et évidemment, la mondialisation du commerce passe par la mer. 90% du commerce international passe par la mer. Évidemment, ça a donné beaucoup d'idées aux criminels, à la grande criminalité, car on peut aussi passer énormément de choses discrètement, de manière illicite, à travers notamment ces milliers de containers. Alors effectivement, la globalisation est fondée sur une relation étroite avec le monde maritime. On appelle ça la maritimisation. La maritimisation touche tous les échanges commerciaux, les mobilités aussi des personnes, mais aussi la mobilité des données qui transitent par les câbles sous-marins. Les acteurs criminels d'aujourd'hui, donc la criminalité organisée, est avant tout une histoire de logistique, puisqu'il s'agit de transporter des produits, des substances illicites, interdites, contrefaites ou volées. Et le vecteur maritime est un vecteur le plus propice pour rejoindre les marchés de consommation. Pourquoi cette situation? Puisque le transport maritime permet une massification du fret, donc de grandes quantités peuvent être transportées à faible coût et avec une probabilité d'un contrôle opéré par les autorités publiques finalement assez faible. Et juste pour matérialiser cette idée-là, je vais prendre un exemple. Un navire qui arrive par exemple au port du Havre, un porte-conteneurs, transporte environ 20 000 conteneurs, équivalent 20 pieds. Et si je fais une transposition ferroviaire, j'obtiens une distance de 160 km, c'est-à-dire la distance entre Notre-Dame de Paris et Orléans, sachant qu'aujourd'hui, seul le tronçon entre Notre-Dame de Paris et la porte d'Orléans sont l'objet de contrôles approfondis des conteneurs. Alors, sénateur Étienne Blanc, on a l'impression que la lutte elle est un peu perdue d'avance parce qu'il y a un trafic considérable et une difficulté de tout contrôler. Voilà, le colonel nous donnait l'exemple du port du Havre, 20 000 conteneurs d'un côté, on ne peut évidemment pas les contrôler. Alors évidemment, le trafic est considérable et l'ampleur du phénomène du narcotrafic est absolument considérable. Elle aussi, dans notre rapport avec le sénateur Durin, on a utilisé le terme de tsunami blanc, une vague qui est en train de nous déborder. Alors, vous avez raison, mais surtout ne pas dire le combat est perdu d'avance, on n'y arrivera jamais. C'est difficile. Voilà, c'est pour moi l'occasion de dire aux militaires, aux douaniers, aux policiers, à nos forces qui luttent contre ce fléau, qu'ils ont le soutien du Parlement et le soutien du Sénat et qu'on comprend la difficulté de leur tâche, mais qu'on est aussi admiratif des efforts qu'ils déploient. Quel est le problème? Et le problème, d'abord, c'est une entreprise du narcotrafic qui est de plus en plus sophistiquée. Et il y a un propriétaire de cette entreprise, il peut être en France, mais il peut aussi être en Amérique du Sud, il peut être dans les Émirats, il peut être en Afrique du Nord. Et puis tout en bas, il y a le consommateur. Et ce propriétaire d'entreprise, c'est un peu comme la grande distribution. Il va acheter du produit, il va le transformer,
et il va faire en sorte qu'il soit acheminé au plus proche du consommateur. Soit dit en passant, en France, les consommateurs sont partout, donc désormais la drogue est partout, donc les trafiquants sont partout pour acheminer au plus près, y compris dans nos campagnes, les produits stupéfiants. Ça représente des quantités absolument colossales. Alors on dit combien? C'est absolument impossible de chiffrer. La seule chose que l'on peut dire, c'est que quand dans le port du Havre ou quand dans le golfe de Guinée, on saisit 10 ou 15 tonnes, ça n'a aucune incidence sur le prix de la cocaïne et ça n'a aucune incidence sur les délais de livraison. C'est-à-dire que les quantités en France sont gigantesques et que la saisie, en fait, c'est un peu un risque pour l'entrepreneur. Il le passe dans ses pertes et profits et s'il a un compte d'exploitation ou un bilan, ça apparaît comme quelque chose d'anecdotique. Le deuxième problème, c'est la quantité des flux, mais je crois que le colonel l'a très bien dit. Le port du Havre, c'est 3 millions de conteneurs par an. Nous surveillons 10% des conteneurs qui viennent d'Amérique du Sud. Sur l'ensemble du trafic, nous surveillons 3%. Donc, évidemment, il y en a une grande partie qui passe à travers les mailles du filet, d'où l'importance du renseignement. Parce que le renseignement, il permet de cibler le contrôle. On sait qu'il y a une compagnie suspecte, un mouvement suspect sur l'océan, et une pratique un peu suspecte sur l'océan, un bateau qui a un mouvement erratique. Donc, le renseignement permet de mieux cibler. C'est ce qui explique qu'on fait quand même de très très belles opérations de saisie. Mais l'ampleur du phénomène est telle que oui, vous avez raison de le dire, et parfois on se sent un peu démuni, mais surtout il ne faut pas baisser les bras. Alors, justement, je me tourne vers vous, colonel Manet. Il y a eu une grande prise il y a quelques jours à Dunkerque, 10 tonnes de cocaïne. Alors, à chaque fois, c'est effectivement, à chaque prise, c'est un peu plus important. Il y a eu 1 tonne, 2 tonnes, 10 tonnes. Alors, les sommes, la masse paraît considérable, mais elle est en même temps presque dérisoire. Alors effectivement, la 10 tonnes sur 2000, sur 2000 voire 4000 tonnes de production annuelle de cocaïne pure, c'est peut-être pas grand-chose. Néanmoins, l'intérêt de la démarche judiciaire vise à déstabiliser des organisations criminelles. Et donc, il s'agit d'agir, de conduire des opérations pour affaiblir des infrastructures de services qui sont dévoyées par les organisations criminelles. Si vous voulez, je vais prendre 3 exemples pour expliquer un peu de quoi il s'agit derrière cette entreprise, puisqu'il faut considérer les narco-organisations comme des entrepreneurs particulièrement habiles. Et d'ailleurs, ils pourraient peut-être aussi ouvrir des écoles de logistique, tellement ils maîtrisent parfaitement la multimodalité à l'échelle internationale. Démanteler une infrastructure de services criminels, de quoi s'agit-il? Les malfaiteurs ont besoin de communiquer entre eux. Ils vont utiliser des messageries chiffrées. C'est des WhatsApp particuliers, ce n'est pas WhatsApp ni Signal. Ce sont des entreprises qui offrent des services de communication hautement sécurisés, comme ça a été le cas en 2020 avec Encrochat, qui était donc une révolution dans la lutte contre la criminalité organisée, puisque la gendarmerie nationale française a pu pénétrer un système d'information qui commandait, qui soutenait ces communications totalement chiffrées. Le deuxième exemple que je veux prendre, c'est l'exemple du financement et du blanchiment. Ces acteurs criminels agissent à l'échelle internationale, d'un continent à l'autre. Les sommes d'argent en jeu, on l'a expliqué, sont colossales, mais ces acteurs ont besoin aussi de créer de la confiance entre eux à travers les territoires. Pour ce faire, ils utilisent de plus en plus des actifs numériques, ce qu'on appelle les cryptoactifs, qui leur permettent une certaine assurance, une certaine confiance sur les transactions intercontinentales. Et donc, à titre d'illustration, toujours dans cette logique-là, la France, la gendarmerie française, a démantelé en 2023 un échangeur de cryptoactifs, c'est-à-dire une sorte de grande banque qui permettait le mélange des flux, la conversion entre les monnaies étatiques, les fiat et d'autres cryptoactifs. Et ce démantèlement d'infrastructures de services permet d'affaiblir momentanément, certes, mais d'affaiblir les organisations criminelles. Ce que vous êtes en train de dire, colonel, c'est que c'est plus efficace de lutter contre, enfin d'agir sur le financement, l'argent, bloquer l'argent, plutôt que de choper, de recueillir et d'arrêter quelques kilos de cocaïne à droite ou à gauche. L'objectif est d'affaiblir l'organisation criminelle et il s'agit d'une stratégie globale. Bien évidemment, les saisies ne sont pas inutiles,
et elles permettent de glaner du renseignement qui permettent ensuite, par le cadre de l'enquête, par le cadre aussi de la coopération policière internationale et de l'entraide pénale internationale, de remonter jusqu'aux commanditaires, jusqu'aux dirigeants de ces sociétés illicites. Donc on est bien dans le cadre d'une stratégie globale à l'échelle nationale, mais surtout à l'échelle internationale. Alors, sénateur Blanc, ce qu'on remarqué, et c'est peut-être une nouveauté, c'est que ces organisations criminelles sont devenues tellement puissantes qu'elles en arrivent à menacer certains États, notamment les plus faibles. Vous savez, nous avions reçu dans le cadre de notre commission d'enquête différents intervenants. Et ça s'est passé au moment où une délégation de magistrats du Mexique venait en France pour des échanges avec l'école de la magistrature, notamment avec les services français. Et en repartant en direction de l'aéroport, ils nous ont dit, les Français, faites attention. Il y a un certain nombre de signes qui laissent entendre, bien sûr que vous n'êtes pas un narco-État, mais vous avez des signes qui sont inquiétants. C'est quoi ces signes? Ces signes, d'abord, c'est la puissance du narcotrafic. En France, le narcotrafic, c'est 6,5 milliards de chiffre d'affaires, pour un résultat net de 4 milliards, 3,5 milliards, 4 milliards. Très clairement, vous investissez 500 000 euros en Amérique du Sud, un an après, vous avez 1 million d'euros. C'est mieux que le Palais Brognard, hein, beaucoup mieux que le Palais Brognard. Donc la masse. La deuxième chose, c'est le nombre de gens en France qui vivent du trafic. Entre 240 et 250 000 personnes. En équivalent tremplin, c'est plus de 100 000. C'est gigantesque. Et la troisième chose qui laisse entendre qu'on a des critères de dangerosité, c'est la violence débridée. 50 morts à Marseille en 2023, 400 morts par an en France, tous les jours. Tous les jours. Hein. On sait qu'il y a des règlements de compte à la Kalachnikov. Souvent, des crimes commis par des gosses de 15 ans ou 16 ans. Le colonel l'a très bien dit tout à l'heure. Les narcotrafiquants, ils ont des conseils juridiques, ils ont ouvert le code pénal et ils savent ce que c'est qu'une excuse de minorité. Une Kalachnikov donnée à un gosse de 16 ans, c'est une peine réduite de moitié quand il est arrêté. Donc, on n'est pas un narco-État, mais si on y prend garde, on a des risques. Parce que le Mexique, le Venezuela, le Guyana, l'Équateur, on peut citer toute une série de pays qui aujourd'hui sont débordés par une puissance financière, par une puissance criminelle qui les asphyxie. Et puis surtout, il y a un risque majeur, c'est le risque de la corruption. Et aujourd'hui, en France, on a toute une série de signes. Alors, souvent, c'est des petits signes. C'est le policier qui a consulté un fichier, il n'avait pas le droit. Il a reçu 5-6 000 euros et il a donné des renseignements. C'est le greffier qui a oublié un dossier pour procéder à ce qu'on appelle une évasion judiciaire. C'est sur nos ports. La corruption d'un docker, la corruption d'un douanier. 100 000 euros pour déplacer un conteneur pour qu'il soit soustrait au contrôle sur le port du Havre. Donc, il faut aujourd'hui prendre ce dossier pour ce qu'il est réellement. Une menace, elle est dans le futur, mais il y a déjà un certain nombre de signes immédiats, contemporains, sur lesquels il faut réagir. Alors, il faut noter quand même la réactivité du monde criminel. Avant, la drogue partait de Colombie, allait directement en France. Maintenant, elle fait très souvent un détour avec les fameux ports rebonds. Alors, effectivement, les organisations criminelles s'adaptent aux réalités policières, sécuritaires, mais aussi exploitent de nouvelles opportunités logistiques. Et le titre de mon livre, cette thalassopolitique, vise aussi à confronter ce qu'est la maritimisation et quels en sont ses avantages, ses opportunités, ses lacunes pour une organisation criminelle. Le transport maritime ne coûte pas cher. Il coûte d'autant moins cher que les organisations criminelles rentrent, pénètrent ces chaînes logistiques sans payer de droits de douane, sans payer le coût du transport. Donc en fait, le transport n'est pour eux pas une difficulté. Le seul coût, c'est la sécurité de ces opérations logistiques. De fait, il y a une sorte de thalassopolitique ou de cartographie des acteurs ou des opportunités logistiques à travers le monde. Et le premier exemple que je voudrais prendre, c'est l'Amérique du Sud, au niveau de la cocaïne. L'Amérique du Sud est un continent qui est extraordinaire, d'une taille très imposante, et qui est surtout irrigué par un réseau fluvial qui est colossal,
et qui permet de monter des zones de production Bolivie, Pérou et Colombie jusqu'à l'extrême sud de l'Amérique du Sud, au port argentin ou chilien, en n'empruntant que des voies fluviales et donc permettant ainsi d'avoir un mécanisme de tache d'huile sur tout ce continent-là. Donc en fait, tous les ports d'Amérique du Sud sont susceptibles d'être des points de départ de cette drogue produite sur seulement 3 États en Amérique du Sud. Ensuite, les liaisons maritimes vont rebondir sur d'autres États, sur d'autres côtes, où un certain nombre de points d'appui, de narco-comptoirs, ont pu être établis par des organisations criminelles, notamment sud-américaines. Le Primeiro Comando da Capital brésilien s'implante en Afrique de l'Ouest, dans le golfe de Guinée. Et donc tous les pays du golfe de Guinée, les pays d'Afrique centrale, mais aussi l'Afrique de l'Est, commencent à être des zones de rebond. Et ces cargaisons rebondissent sur ces ports-là avant de rejoindre les marchés de consommation que sont par exemple les ports européens, qui est l'Australie, ou que commencent peut-être à devenir aussi les côtes asiatiques. Dans cette démarche-là, il y a un double effet qui se produit. Ces organisations criminelles vont acquérir la confiance d'acteurs locaux de manière à mieux se fondre dans ces logiques commerciales, une logique d'opacification et de camouflage, d'insertion dans l'écosystème économique local. Ces gens, ces Africains par exemple, vont être payés en cocaïne. Une dépendance par rapport aux produits va se créer et petit à petit, ces gens-là vont aussi être des relais pour vendre ces produits à travers leur pays. Donc on assiste aussi à une contamination de ces États qui peuvent menacer une certaine fragilisation dans les relations internationales, dans la sécurité, dans la stabilité de ces États. Ce que je veux aussi dire par là, c'est que le narcotrafic est aussi un puissant ferment de déstabilisation des structures étatiques, des autorités publiques. Et je pense que l'enjeu majeur, en sus des enjeux de santé publique, c'est aussi un enjeu de résilience et de sécurité nationale et de stabilité des organisations internationales, mais aussi de stabilité dans les relations internationales. Alors, sénateur Blanc, évidemment, on est en France et la France est au sein de l'Europe. Et au sein de l'Europe, il y a la zone Schengen qui fait qu'on peut passer une frontière comme on peut aller de Paris à Lyon avec la même facilité. Alors, vous avez dit, en France, bon, on réagit, on n'est pas un narco-État, mais un pays comme la Belgique est beaucoup plus fragile, beaucoup plus gangréné que l'est notre pays. Évidemment, la frontière entre la France et la Belgique, elle est très poreuse. Bien sûr. Et dans la commission d'enquête sénatoriale, nous avons travaillé sur la Belgique et sur les Pays-Bas. La menace directe de narcotrafiquants sur la famille royale de Belgique, des Pays-Bas. Et la récupération sur le port d'Anvers de stocks de cocaïne saisis par les douanes dans une opération de récupération menée par des narcotrafiquants ultra armés. Et l'assassinat d'un journaliste, d'un avocat en Belgique. Donc oui, ce sont des pays qui sont frappés de plein fouet. Aujourd'hui, leur réaction est incontestablement à la hauteur. Alors vous avez dit plusieurs choses. La première, c'est la nécessité d'une coopération européenne. Les narcotrafiquants, ils n'ont pas de frontières. Le colonel l'a très bien dit, ils ont une capacité d'adaptation. Quand on va contrôler une voie d'acheminement des produits depuis l'Amérique du Sud sur l'Europe, quand il y a un contrebande, mais ils changent de voie et ils trouvent d'autres solutions. Les armées françaises ne sont plus au Mali, au Niger, au Burkina Faso. On a constaté que maintenant, la drogue, elle remonte depuis l'Afrique subsaharienne à travers le Sahel. Et puis quand on fera un contrôle ici, ça ira en direction de la Turquie. Voilà. Ils ont une capacité d'adaptation extérieure. C'est la raison pour laquelle la France et l'Europe doivent se doter de dispositifs juridiques pour taper au haut du spectre, aller rechercher les chefs d'entreprise, les têtes de réseau. Et c'est ce que nous avons fait en France, en dotant la France, notre code pénal et notre code de procédure pénale, de nouveaux dispositifs. Un nouveau dispositif de repenti, par exemple, comme les Italiens qui ont lutté contre la mafia. Un nouveau dispositif pour sécuriser l'infiltration civile. Je suis policier, gendarme, militaire. Je sais qu'il y a un trafiquant et que dans ce réseau de trafiquants, il y a un petit maillon faible, un petit acteur. Je vais l'instrumentaliser pour qu'il me dise tout, comment ça fonctionne, où va l'argent, quelles sont les banques et quelles sont les entreprises. Un nouveau dispositif, deux nouveaux dispositifs
pour utiliser des techniques spéciales d'enquête. La science, elle est là aujourd'hui pour nous aider. Le fait de pucer une voiture, de rentrer dans un téléphone portable ou dans un ordinateur plus facilement, à distance, de mieux écouter, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour trier les informations, aller chercher les informations essentielles et ensuite judiciariser les procédures. Je veux dire, on a aujourd'hui des moyens et juridiquement parfois on est un peu faible. C'est que la France est signataire de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il y a donc un certain nombre de limites, mais le narcotrafic Profite de ces failles. le narcotrafic, il doit nous imposer, nous imposer de répondre à une question. Est-ce que la protection des libertés individuelles aujourd'hui n'est pas, dans son excès, un frein à la protection des Françaises et des Français? Alors, la question est posée, hein. On va pas y répondre aujourd'hui, bien évidemment. C'est un vrai sujet. Mais c'est un vrai sujet. Alors, ce que vous avez évoqué, c'est dans votre proposition de loi, hein, faciliter le travail de l'infiltration, protéger les repentis, tout ça c'est dans votre proposition de loi. Cette proposition de loi, elle est aujourd'hui votée, acceptée par le Sénat. Alors au Sénat, elle a été votée à l'unanimité, comme a été adopté à l'unanimité notre rapport de 6 mois de travail, un rapport substantiel, hein, de 600 pages, de 1000 pages d'annexes, qui est le premier, m'a dit le président du Sénat. D'abord, l'unanimité, ça veut dire quelque chose, mais surtout, le travail que nous avons fait, c'est de prendre le dossier dans son ensemble, du consommateur à la tête de réseau, avec toutes les questions qui relèvent du trafic maritime, aérien, etc. Donc le texte a été adopté à l'unanimité au Sénat, il est aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ça se présente comment? Une petite inquiétude. Une petite inquiétude. Vous craignez que votre proposition de loi ne soit pas votée par l'Assemblée nationale? C'est ça, cette inquiétude? Je pense qu'un texte sera voté, mais je ne voudrais pas que ce soit un texte à l'eau tiède. Je veux un système des repentis puissant, comme l'Italie a su s'en doter. Hein, quand on a fait tomber la mafia calabraise ou sicilienne, on l'a fait tomber avec des repentis. Oui, il faut faciliter le système des repentis. Oui, les infiltrés civils, c'est essentiel. Vous avez des policiers aujourd'hui qui vous disent, mais attendez, moi j'instrumentalise un trafiquant, mais je m'expose. Je peux être suspecté de complicité, co-auteur ou de provoquer l'infraction. Il faut régler cette question. On ne peut pas laisser nos forces de police dans cette incertitude juridique. Oui, je veux une lutte contre le blanchiment puissante. On a voté un texte qui prévoit ce que l'on appelle l'injonction pour ressources inexpliquées. Un réseau de trafiquants en périphérie, un jeune de 20 ans qui ne travaille pas, qui roule avec une voiture à 100 000 euros. Une injonction. Comment vous l'avez acquise? Il ne peut pas répondre, la voiture est confisquée. Enfin, elle est d'abord saisie, ensuite elle est confisquée. Il nous faut des dispositifs puissants. Et j'ai suivi de près les travaux de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Oui, je ne peux pas cacher une certaine inquiétude. Bon, on va voir, ce vote à l'Assemblée nationale, il est prévu déjà ou... Il va intervenir, j'espère, cette semaine. Et j'espère positivement. Bon, alors, on suivra l'actualité. Alors, colonel Manet, quand vous entendez le sénateur Blanc développer les grands points de cette proposition de loi, c'est du baume au cœur pour vous. Est-ce que cette loi, ce cadre juridique, il vous manquait pour lutter efficacement contre les réseaux de narcotrafic? Alors, je pense que l'effet très positif de cette commission sénatoriale a été un peu de mettre sous le projecteur ce contentieux qui prend de l'ampleur et qui nécessite une réponse forte de la part de l'État face à un phénomène qui prend de l'ampleur, un phénomène transnational et dont la France est une puissance agissante, notamment par sa force militaire. Les navires de la Marine nationale sont très fréquemment engagés dans des opérations d'interdiction de navires suspectés de transporter des produits stupéfiants. Au niveau de la police judiciaire, la France a quand même eu de belles réussites. Je repense à Encrochat, qui est une révolution internationale dans la lutte contre la criminalité organisée. Néanmoins, il y a un certain nombre d'outils qui faisaient défaut et donc que le sénateur Blanc a évoqué. Je voudrais revenir aussi sur une autre dimension qui est la dimension internationale. D'abord européenne. Européenne, bien évidemment, avec quelques réussites qui méritent d'être soulignées.
La première réussite, c'est une réussite très opérationnelle, qui est la création en 2007, à l'initiative de la France, à Lisbonne, d'un centre de renseignement et de coordination maritime dédié au narcotrafic. Dans ce centre, vous y trouvez à la fois tous les acteurs de la lutte contre le narcotrafic par pays, à la fois des autorités policières ou douanières, mais aussi des personnels, des militaires, des marines nationales qui fournissent régulièrement des supports aux interdictions en mer. Depuis son existence, c'est l'équivalent de près d'1 milliard de saisies, 1 milliard d'euros de saisies qui ont été effectuées ou coordonnées par ce centre. Et ce centre a réussi aussi à tisser un réseau de partenariats avec des observateurs que sont un certain nombre d'organisations internationales comme Europol, Interpol, mais aussi des observateurs venant des pays d'Amérique du Sud, la marine colombienne, la police brésilienne notamment, mais aussi en Afrique de l'Ouest. Donc une véritable réussite opérationnelle qui porte ses fruits et qui arrive à coordonner, à faire une sorte d'aimant sur l'Atlantique contre le trafic de cocaïne. Le deuxième exemple que je voudrais prendre, c'est le fruit de l'initiative belge. En janvier 2024, les autorités belges ont proposé, dans le cadre de leur présidence de l'Union européenne, la constitution d'une alliance des ports européens qui vise à rassembler l'ensemble des acteurs de la communauté portuaire autour de ces enjeux de sûreté, dans une logique aussi de résilience et de protection de nos importations et de notre système aussi économique. Donc c'est un pas en avant qui est assez conséquent, qui facilite le partage du renseignement, l'échange des bonnes pratiques et qui mobilise aussi à l'échelle nationale l'ensemble des acteurs de ces chaînes maritimes et portuaires. Je note aussi au passage que depuis quelques mois, les autorités d'Amérique du Sud sont en train d'essayer de dupliquer cette organisation d'alliance portuaire en Amérique du Sud, ce qui montre bien aussi une mobilisation de leur part afin d'être plus efficace dans cette lutte-là. On arrive petit à petit au terme de notre séquence. Je vais redonner la parole au sénateur Étienne Blanc. On sent, en écoutant le colonel Florian Manet, que beaucoup de choses se mettent en place. Voilà, on n'est pas inactif, on n'est pas sans moyens. Est-ce que de votre côté, au niveau européen, il y a une harmonie de la législation pour lutter contre le narcotrafic? Alors aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à faire. La Commission européenne s'est saisie du dossier. Vous savez qu'en Europe, on a des outils. Eurojust, Europol, qui sont des outils de coopération particulièrement efficaces. Nous avons, comme l'a très bien dit le colonel, des accords, notamment dans le cadre du MAOC, c'est-à-dire des échanges de renseignements et des coopérations sur l'Atlantique avec des pays européens et en échange avec des pays d'Amérique. Donc on n'est pas démunis. La question qui se pose aujourd'hui, c'est la question des moyens. Oui, nous avons des moyens maritimes. Nous avons des vedettes, nous avons des hélicoptères, etc. D'abord, ils sont un peu obsolètes. On a promis aux forces armées de les moderniser, de les actualiser. Les crédits, ça peut attendre. Vraiment, ça tarde. Oui, il y a des techniques nouvelles, la surveillance satellitaire, l'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment pour comprendre les mouvements erratiques de navires. Vous avez un bateau qui est chargé de cocaïne. Et il part d'un port du Chili, du Pérou, et il arrive à l'approche des côtes françaises, des côtes européennes. Il jette à la mer des ballots de drogue. Et ces ballots, ils sont pucés, donc vous avez des pêcheurs, vous avez des trafiquants qui viennent les chercher, qui les repèrent. Tout ça, ça passe par du renseignement, comprendre pourquoi ces bateaux ont utilisé cette voie maritime, et là, l'intelligence artificielle est très utile. Mais il nous faut des moyens financiers. Alors, il y a une loi de programmation militaire, incontestablement, elle donne des moyens, nos budgets des armées augmentent régulièrement, mais le rapport que nous avons fait pose une question. Quand vous avez un chiffre d'affaires de 6 milliards ou de 6 milliards et demi, mais si on n'en saisissait que 20%, il n'y aurait plus de problème d'hélicoptères, de vedettes et de recrutement. Qu'est-ce qu'on saisit aujourd'hui? On saisit moins de 300 millions sur la drogue. Moins de 300 millions. L'argent sale, c'est grosso modo 1,2 milliard. Mais la drogue, elle en représente 20-25%. Donc il faut aujourd'hui avoir une priorité. C'est la lutte contre le blanchiment, c'est la saisie et c'est la confiscation. Les crypto-monnaies, on a des systèmes pour surveiller. Vous avez repéré, peut-être mon colonel, que dans la loi, j'ai déposé un amendement pour qu'on interdise les mixeurs.
L'Europe imagine le faire, mais en 2027, 2028. En France, on peut le faire tout de suite. Et ça permet de mieux traquer sur la blockchain ces mouvements d'argent qui sont des mouvements d'argent sale. Ça sera, c'est le mot de la fin. On a compris qu'il y avait une jolie marge de progression, mais que le combat n'est pas perdu, bien évidemment. Sur ce dossier-là, il ne faut pas avoir de pudeur. Il ne faut pas se freiner. L'argent sale, c'est de l'argent sale. Il ne faut pas de prescription. Des opérations de drogue qui datent d'une trentaine d'années, il faut saisir. Voilà. Et pas de pudeur, parce qu'il y a un risque pour la nation. Merci d'avoir Merci. participé à cette séquence avec autant de passion. Sénateur étonnant et colonel Florian Manet. Merci beaucoup.